On va démarrer la conférence. Premièrement, on est très, très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour la conférence sur la prévention des chutes. On va commencer, premièrement, avant de mettre la présentation au visuel, là, on va commencer par se présenter. Donc, premièrement, moi, je m'appelle Annick Beaulé, je suis kinésiologue de formation. Je travaille à Cercovie, qui est un organisme communautaire qui travaille auprès des 50 ans et plus à Sherbrooke. Et je suis gestionnaire du projet Move 50+, qui est un projet qui permet de faire des entraînements en ligne gratuitement et qui permet de faire bouger les aînés partout à travers la province et dans la région de l'Estrie, bien sûr. Je m'appelle Marie-Noëlle Fontaine, je suis aussi kinésiologue, donc ça fait plusieurs années que je travaille à Cercovie aussi, mais beaucoup dans ma communauté, directement là, auprès des gens, à donner beaucoup de cours en groupe et dans l'année qui vient de suivre, toutes sortes d'ajustements. Donc, sachez que Move 50+ était là avant l'avènement du COVID, ce qui a fait en sorte qu'on a pu, avec brio, je pense, servir la population au moment où cette pandémie-là est arrivée et ça a vraiment donné du vent dans les voiles à Cercovie, à Move 50+. Donc, on est vraiment très contents que vous ayez pris un petit virage numérique avec nous et puis qu'on puisse vous faire bénéficier de notre expertise en lien avec le sujet d'aujourd'hui. On va commencer la présentation. Je vais faire un partage d'écran. Ici. Celui-là. Ici, ça ne sera pas très long. Vous devriez voir l'écran. Oui, j'ai un petit OK là. Ben, parfait. Est-ce que tu es dans le... Ah, ben oui, d'accord. Un instant. Ce ne sera pas long. Annick a aussi besoin des yeux. Elle a besoin d'avancer pour mettre le diapo. Oui, les lunettes, c'est pas assez à cette distance-là. Voilà. Ça, grand écran. Est-ce que ça va, Hélène? Oui, OK, super. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça s'appelle « Quand ça tombe mal », parce que les chutes, ça touche tout le monde. Puis, on va le voir tantôt, il y a des petites particularités par rapport à votre groupe. Donc, on pourra regarder ça ensemble au fur et à mesure, mais allons-y de façon générale. On est kinésiologue, donc notre dada, c'est de vous dire que sans mouvement, ben ça va moins bien. Alors, quels seront les bienfaits de l'activité physique à partir de 50 ans plus particulièrement? Donc, pourquoi c'est si important de bouger? Vous le savez, j'ai mis dans la photo à côté un paquet de pilules. Je vous mets au défi de me nommer un médicament qui va faire autant que ce que je vais vous nommer à côté ici. Donc, l'exercice est maintenant reconnu par les associations médicales canadiennes comme étant un préventif et un curatif à toutes sortes de maladies chroniques, entre autres la santé cardiaque et cardio-respiratoire. Donc, qu'est-ce que c'est le cardio-respiratoire? C'est cette capacité qu'a notre corps à transformer ou à transporter plutôt l'oxygène pour qu'on puisse justement développer de l'énergie au niveau de nos cellules. Donc, on a besoin de notre cœur, on a besoin de nos poumons pour ce système cardio-respiratoire-là. On a aussi besoin d'exercices pour le maintien ou le développement de notre santé musculaire. Entre autres, rendu à l'âge plus avancé, donc à partir de 50 ans, on a quand même un déclin assez rapide de notre masse musculaire, de notre capacité de force musculaire. Donc, on appelle ça la sarcopénie. La sarcopénie qui est vraiment un problème associé au vieillissement, mais qui peut être ralenti. C'est important de savoir que, en fait, c'est à partir de 30 ans même qu'il y a un déclin au niveau de la force musculaire, puis de la densité, de la masse musculaire dans le corps. On perd environ 5 à 10 % de masse musculaire par décennie à partir de 30 ans. Là, je vous dis tout de suite, on dit des choses qui sont un peu plates, mais vous allez voir, l'activité physique a un impact sur ça. Donc, il y a des choses qui sont modifiables. Donc, oui, on a une forme musculaire, il faut le savoir, mais l'activité physique peut aider. Oui. En plus de ça, on parle aussi du maintien d'un bon bilan en triglycérides sanguins, donc le fameux cholestérol. L'exercice va aider à augmenter le niveau de bon cholestérol et à réduire le niveau du mauvais cholestérol. Ça aide aussi au maintien d'une saine glycémie.
Donc, tout ce qui est prévention du diabète de type 2, l'exercice fait partie et du préventif et de la solution. Donc, on parle aussi du curatif au niveau du diabète. Et ça va aider aussi dans tout ça, bien sûr, à maintenir un poids santé. Et on le sait maintenant, le tour de taille ou le poids santé est un facteur de la maladie chronique associée, entre autres, au cœur, donc tout ce qui est cardio-respiratoire, au diabète. Donc, c'est l'œuf ou la poule, mais bref, un ne va pas sans l'autre. Et également, ça aide beaucoup à améliorer le sommeil, à se sentir plus détendu. Ça aide aussi à la santé des os, donc à la santé osseuse, tout ce qui est prévention de l'ostéoporose, entre autres. On en a parlé dans une belle conférence aussi qui va être disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aller voir. Puis, par rapport, entre autres, à se sentir bien ou à la santé mentale, l'exercice, depuis la dernière année, a été mis vraiment sur la sellette par rapport à tout ce qui est gestion du stress, de l'anxiété. Donc, la science est très claire à ce sujet-là. La pratique d'activité physique aide à ce niveau-là et a des effets très, très, très intéressants. Donc, en combinant avec une prise en charge médicale, ben, ça aide beaucoup, beaucoup. Puis, je ne sais pas si tu voulais rajouter, Annick, à ce sujet-là. Au niveau de la santé mentale? Oui, non. On n'a rien à rajouter là-dessus. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que l'activité physique, à un certain niveau, ben, ça nous aide à réussir à rester autonome. Puis, là, bon, c'est un autre sujet chaud ces temps-ci. Je me sens vieux, je me sens pas vieux. Qu'est-ce que c'est vieillir? Ben, si on regarde clairement au niveau de la littérature, on est à partir de 65 ans, là, on est traité au Québec comme une personne âgée. Et là, la science doit bien sûr catégoriser qu'est-ce qu'une personne non âgée, qu'est-ce qu'une personne âgée. Et ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 65 ans, l'activité physique prévient et protège de beaucoup le maintien de la capacité physique, de la capacité fonctionnelle. Et ça veut dire être capable de rester chez vous le plus longtemps possible. Dernière chose, avant qu'on passe à notre sujet plus chaud, c'est que l'activité physique de façon régulière aide à réduire les comportements sédentaires. Et là, c'est deux choses bien, bien différentes. Je ne sais pas, Annick, si tu peux nous dire c'est quoi être sédentaire? Oui, bien c'est ça. En fait, il faut comprendre c'est quoi la sédentarité. Vous l'avez sûrement déjà entendu. La sédentarité, c'est le fait d'être inactif, donc en position de repos, mais sans dormir, là, en éveil, dans une position qui va avoir une très, très faible dépense énergétique. Donc, on parle d'une position assise, la position assise, comme moi et Marie-Noël. Nous sommes présentement tous sédentaires à écouter une conférence sur l'exercice. Hein, c'est un petit propos ici. Oui, c'est ça. C'est sûr que la durée de la période sédentaire est très importante. Donc, quand on parle de plus de 8 heures, une période de plus que 8 heures par jour en position assise ou semi-assise, c'est des e-boys, c'est la même chose. La même chose. Ou couché en période d'éveil. Donc, plus que 8 heures par jour, on peut rentrer dans la catégorie où je suis une personne sédentaire. Et ça a des conséquences énormes. Il y a un lien direct avec le taux de mortalité précoce et de toutes causes confondues. Donc, si je passe plus que 8 heures en position assise dans ma journée, il y a vraiment un lien vers les taux de mortalité précoce. Donc, le fait de bouger nous aide. Mais là, sédentarité, OK, rester assis, mais là, on parlait d'activité physique tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes... Ces deux sujets, parce qu'on s'est rendu compte dans les derniers 10 ans, la science a réussi vraiment à séparer être inactif et être sédentaire. Ce sont deux sujets assez chauds présentement au niveau de la recherche, surtout dans la recherche sur le vieillissement chez les jeunes. On se rend compte que le fait d'être inactif, c'est-à-dire de ne pas rencontrer les recommandations canadiennes en matière d'activité physique. Vous l'avez sûrement entendu, le fameux 30 minutes d'exercice cardiovasculaire par jour. Ce sont nos recommandations canadiennes, donc 150 minutes d'exercice cardiovasculaire qui nous fait être essoufflé et avoir chaud par semaine. Ce serait le minimum requis pour maintenir notre santé.
2 fois par semaine de la musculation et 2 fois par semaine des exercices de souplesse. Ça, là, ben, je vais juste vous dire qu'il y a seulement 13% des Canadiens âgés qui réussissent à rencontrer ces recommandations-là. Donc, c'est un premier cheval de bataille. Il faut bouger plus. Par contre, ce qu'Annick a dit, c'est qu'être sédentaire, c'était aussi un comportement qui fait en sorte qu'on bougeait presque pas. Il arrive un quiproquo en ce moment où on peut être actif, donc rencontrer 150 minutes d'activité physique, et être aussi sédentaire. Donc, si vous vous entraînez 30 minutes par jour, mais que vous restez assis, ben à ce moment-là, vous êtes un actif sédentaire. L'exemple le plus concret, c'est l'exemple le travailleur qui toute sa journée travaille assis devant son ordinateur et le soir participe à des clubs de course ou va faire son activité au gym tous les soirs, 30 minutes, fait d'entraînement pendant 30 minutes tous les soirs, mais passe plus de 8 heures assis au bureau, au travail. Donc, être actif mais sédentaire, ça a aussi ses conséquences. Donc, l'idéal, c'est d'un peu aller augmenter le niveau d'activité physique, donc pour rencontrer les recommandations canadiennes, et essayer de remonter aussi le côté sédentaire. Puis ça, c'est le fun parce que ça ne demande pas des gros efforts. C'est tout simplement, des fois, juste de se lever plus souvent. On va vous donner des trucs tout à l'heure, mais se lever plus souvent dans sa journée. Pendant les pauses publicitaires à la télé, si j'écoute une émission, essayer de me lever, faire quelques pas. Ça n'a pas besoin d'être une activité intense ou générer un essoufflement, juste le fait d'être debout, ça génère une circulation sanguine et ça va aider la situation au niveau des bienfaits pour la santé. Fait que voyez-vous, ça aussi, c'est une autre conférence complètement. Mais c'est vraiment le fun de dire que vous avez le pouvoir sur votre capacité à générer de l'activité physique et à réduire vos comportements sédentaires. Dans tout ça, ce qui est le plus important, c'est qu'encore une fois, on est dans un système de boucle. Plus on bouge, moins on a de risques pour notre santé. Et si on a des problèmes de santé, le fait de bouger va nous aider à régler, à aider ou encore à prolonger notre santé plus longtemps dans le temps. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ben, c'est que l'activité physique est un très, très fort protecteur contre les chutes. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Donc, la chute, ben, c'est vraiment un élément déclencheur qui peut amener vraiment beaucoup de conséquences non souhaitables. Là. On parle de perte d'autonomie, des fractures, une perte de mobilité. Il peut même obliger quelqu'un de peut-être penser à déménager suite à une fracture. Donc, il y a vraiment plein de conséquences suite à ça. C'est souvent l'élément déclencheur. Je pense tout de suite à l'autre. Ben, je peux y aller. Dans le fond, on va poursuivre. Dans le fond, les conséquences, tout à l'heure, Marie-Noël parlait d'une boucle. C'est un peu la même chose avec la chute. Hein. C'est aussi un service, c'est aussi une boucle. Donc, par exemple, survient une première chute, va mener à une peur de chuter. Hein. Souvent, on a eu un accident, on a tombé, là, par la suite, on a eu mal, on a une blessure, peut-être une fracture. Mais nos mouvements changent, on a peur. Il y a une crainte qui s'installe, les pas changent, on va bouger moins. Donc, l'inactivité survient aussi. Donc, mes pas vont rapetisser, je vais me lever moins souvent, je vais éviter de me déplacer à l'extérieur. Donc, l'inactivité va amener à une perte de force musculaire et une perte d'équilibre. Donc, ça aussi, ça réduit mon entretien, parce que je bouge moins, je suis plus sédentaire. Et on augmente par le fait même les risques de chute. Donc, c'est vraiment une boucle. Et avant la première chute, je pourrais même mettre le faible niveau d'activité physique et la sédentarité qui accroît énormément les risques de la première chute. Donc, ça, c'est un cercle. Et il faut essayer de défaire cette boucle-là. Donc, les risques, donc, comme on parlait, les fractures qui peuvent pas les risques, excusez-moi, mais les conséquences. Donc, on peut parler de fractures, d'hospitalisation, des pertes d'autonomie, la peur, l'isolement, puis c'est vraiment le cycle qui s'installe, en fait. Je veux juste vous dire que ce qu'on vous dit, des fois, les gens disent ah oui, mais bof, ça ne me touche pas nécessairement. Mais quelles sont les statistiques exactement?
Santé Canada et un très beau site qui s'appelle Santé Montréal, que vous connaissez peut-être, ont mis de l'avant certaines statistiques qui sont quand même choquantes, dans le sens où je suis certaine que vous connaissez quelqu'un qui a vécu cette boucle-là autour de vous, puis peut-être même que vous avez vous-même expérimenté une première chute. Donc, on se disait, sachez qu'il existe là, des moyens pour vous aider à éviter une prochaine chute, mais qui sont les gens qui chutent? Est-ce que ça touche juste vous? Ben non, pas nécessairement. Alors, on touche, il y a 3 fois plus de personnes qui vivent seules, qui ont des risques de faire une chute. Peut-être parce qu'il y aurait eu besoin d'aide, puis qu'à un moment où ils étaient plus fragiles, ils n'en ont pas eu. Donc, les personnes qui sont isolées sont plus à risque. Les femmes sont plus à risque que les hommes. Pourquoi? Bien, à la base, souvent, les hommes ont une masse musculaire un petit peu plus développée, ce qui fait que la perte de masse musculaire chez les hommes est un petit peu plus ralentie comparée aux femmes après la ménopause. Donc, on a 8 victimes de chute sur 10 qui sont des femmes. Donc, c'est 4 fois plus que les hommes. C'est quand même important. Nos victimes qui ont chuté ont 75 ans et plus. Plus de la moitié, en fait, ces personnes-là. Et puis, on pense souvent, bon, il y a différentes manières de tomber. La chute latérale, donc quand on tombe sur le côté, c'est responsable de 95% des fameuses fractures de la hanche. Donc, ce n'est pas une chute par en avant ni une chute par en arrière qui cause ce type de fracture-là, c'est une chute de côté. Donc, souvent, cette chute de côté-là va entraîner une prochaine hospitalisation à l'intérieur de la même année, donc avec une fracture importante comme une fracture du col du fémur. On a au moins 50% des chutes qui sont à domicile, donc c'est chez vous. Et bien souvent, on disait, Annick, elle disait, on a peur de sortir de la maison, alors que dans la maison, il y a aussi beaucoup de risques de tomber. Puis, finalement, ben, malheureusement, on dénote qu'il y a au moins 20% des personnes âgées qui meurent à la suite d'une chute dans l'année qui suit. Donc, on augmente le taux de morbidité et là, on revient à cette fameuse boucle-là. Fait que c'est pas rien et c'est très important d'adresser ce problème-là. Exact. C'est vraiment pas un problème à prendre à la légère, puis il faut trouver des solutions, puis c'est un petit peu pour ça qu'on est là avec vous aujourd'hui. Les facteurs de risque associés aux chutes, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des facteurs personnels, puis il y a des facteurs environnementaux. Il y a des facteurs sur lesquels on a des moyens d'agir, puis il y a des facteurs sur lesquels c'est plus difficile. Donc, l'âge, c'est le premier facteur de risque. Donc, oui, plus on avance en âge, plus on est à risque de chuter. Bon, est-ce que c'est un facteur sur lequel je peux agir? Pas vraiment. Donc, ça, on fait avec. Problème d'équilibre, donc tout ce qui touche l'oreille interne. Donc, oui, si on a un problème au niveau du système limbique, donc ça peut induire à des chutes, donc ça peut nous causer des déséquilibres, des étourdissements. Donc, c'est important de bien rester à l'affût de nos problèmes de santé et de faire suivre nos problèmes, faire des suivis réguliers. Les troubles musculo-squelettiques, donc par exemple, si j'ai une douleur à la cheville, j'ai une douleur au genou, j'ai un au dos, par exemple, bien, ça peut induire aussi à des chutes. Problème de vision ou d'audition. Si je ne vois pas bien, si mon ouïe n'est pas alerte, donc mes sens sont très importants pour me situer dans mon environnement. Donc, si un de mes sens est affecté, ça peut aussi conduire à plus de chances de chuter. La sédentarité, on en a parlé tout à l'heure, le déconditionnement. Déconditionnement, on en parle beaucoup actuellement parce que oui, avec la situation, avec la pandémie, malheureusement, tu sais, quand on parlait de sédentarité, c'était vraiment pas l'activité physique qu'on faisait, mais plus le fait d'être debout plus souvent dans la journée, debout à faire des petites tâches, moins longtemps assis. Mais en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'avec la COVID, oui, on est moins debout. Donc, officiellement, on le voit, il y a un déconditionnement. On se lève moins parce qu'on va moins faire des commissions, on voit moins de la visite, on se déplace moins, on est resté plus chez soi, on est resté plus souvent assis. Donc, ça a eu un effet l'année qu'on vient de passer là, sur le déconditionnement.
de la population en général, mais principalement chez les personnes plus âgées. On dénote en fait partout dans le monde une réduction de 38 du niveau d'activité physique moyen. Et ça, c'est calculé par le fameux nombre de pas que les gens vont faire. Donc, partout dans le monde, les montres qui calculent notre niveau de pas ont réduit. Puis, c'est vraiment généralisé là, partout dans la population, mais spécifiquement chez les personnes plus âgées qui ont été obligées d'être confinées. Il y a aussi les effets secondaires de certains médicaments. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de polypharmacie ou de la déprescription. Donc, oui, c'est sûr que rendu à un certain âge, ou peu importe dans notre vie, si on a une maladie chronique, il est essentiel de prendre des médicaments, c'est tout à fait correct. Par contre, certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui touchent les étourdissements, l'équilibre. Donc, c'est important d'être à l'affût de ça et d'en parler avec son médecin. Puis, la polypharmacie, bien, en fait, c'est que lorsqu'on prend plus de 5, il y a marqué 4 médicaments, mais en fait, c'est 5 médicaments et plus. Ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir des interactions et des effets indésirables à cette prise de médicaments-là. Et 75%, on a 75% plus de chances de chuter si on a plus de 5 médicaments dans sa trousse de pharmacie. Donc, c'est important de vraiment faire les suivis. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est important de faire ces suivis pour éviter les interactions médicamenteuses et de s'assurer qu'on n'a pas trop d'effets indésirables à ce niveau-là. Bon, envie urgente d'aller à la toilette, ça a l'air, ça fait rire, c'est vrai qu'encore une homme, mais ça peut vraiment, si on se dépêche, on se déplace rapidement, on ne prend pas le temps de regarder s'il y a au sol, bien, ça peut être dangereux souvent, hein, aussi même ça peut arriver la nuit, donc on se lève, on est dans le noir, envie urgente qu'on s'enfarge dans une pantoufle, dans un morceau de tapis. Donc, c'est des facteurs qui peuvent augmenter le risque de chute. Donc, souvent, c'est aussi travailler le périnée, travailler la vessie, c'est possible aussi de vérifier ça. Et les surfaces et obstacles, manque d'éclairage, on sous-estime beaucoup ce point-là, mais nos espaces, il faut les aménager. Très, très, très important. Là, je vous mets au défi de regarder un petit peu autour de vous. S'il y a des carpettes, des petits tapis au sol, des petits meubles au sol qui peuvent être dangereux. Hein? Des fils, les fils électriques sont mal installés, qui traînent au sol. Je vous défie de regarder parce que ça peut vraiment, vraiment induire une chute. Il y a d'autres facteurs aussi qui sont importants. Entre autres, une personne souffrant de maladies ou de troubles cognitifs, donc qui vont atteindre le cerveau, Alzheimer, maladies neurodégénératives, ont 54% de chances de plus de chuter. Les personnes ayant des maladies obstructives chroniques, c'est quand même un petit peu plus de 40% d'augmentation de risque. Et là, c'est cumulatif dans le sens où ce qu'on regardait tout à l'heure, si vous prenez 5 médicaments et plus, déjà, vous avez un risque davantage. Et si ces médicaments-là sont dus à une maladie obstructive pulmonaire chronique, bien là, ça l'augmente encore. Et pourquoi c'est chez les MPA qu'on augmente autant? Souvent, c'est toute une question de posture. La rigidité au niveau de la cage thoracique qui s'installe avec une maladie obstructive induit un changement postural et va amener la personne à être inclinée un petit peu plus vers l'avant. Ajoutez à ça le manque de force au niveau des muscles du tronc, des érecteurs du rachis, des jambes, parce qu'on est plus souvent assis, bien tout ça, ça fait en sorte que cette posture prostée vers l'avant-là dirige la personne vers l'avant et lorsqu'on s'enfarge ou lorsqu'on manque notre pied, on n'a plus assez de puissance pour aller faire le petit pas qui changerait peut-être notre vie. Et si on a mal en quelque part en plus, parce qu'incliné comme ça arrive que le dos, il y a mal, bien là, ça augmente encore
nos problématiques et il faut, comme on se disait tout à l'heure, briser ça un petit peu. On rajoute aussi un pourcentage aux problématiques cardiaques et aux problématiques de diabète de type 2. Et bien sûr, tout ça, c'est cumulé là, au fil de nos problématiques. Mais il y a des moyens pour réussir à éviter le pire. Donc, les premiers moyens, bien, la première chose, prenez votre temps. On n'est pas pressé. Donc, tout à l'heure, on parlait d'envie urgente, mais ça peut être n'importe quelle autre situation où on se lève rapidement, puis on va chercher quelque chose. Donc, prenez votre temps. Prenez le temps d'observer, d'utiliser vos sens. Hein? On a dit tout à l'heure, s'il y a des sens qui sont affectés, bien, prenez votre temps. Si c'est mon ouïe, je prends le temps de vraiment regarder où je m'en vais. Si c'est ma vue qui est problématique, bien, je prends le temps d'écouter autour de moi ce qui se passe avant de faire un déplacement. Donc, vraiment prendre son temps, marcher plus lentement, puis se lever doucement aussi. Parce que vous savez, juste en se levant, des fois, on peut avoir un étourdissement dû à une petite chute de pression. Bien, pas une chute de pression, mais oui, c'est une chute de pression orthostatique. Ouais. Donc, si on se lève, puis vous avez souvent, vous voyez noir quand vous levez-vous lentement, assurez-vous d'avoir une prise devant vous ou quelque chose pour vous appuyer. Faire vérifier régulièrement sa vue et son ouïe. Essentiel. Donc, laissez pas quelque chose dégraisser ou dégénérer. Donc, vraiment faire des suivis réguliers. Gérer les médicaments et passer en revue régulièrement, les passer en revue auprès de votre pharmacien. Ça aussi, c'est important parce qu'en fait, juste de vous assurer qu'il n'y a pas d'interaction. Parce que si, il y a 10 ans, vous êtes prêt de prescrire quelque chose pour une problématique qui est arrivée il y a 10 ans, puis finalement, c'est encore dans votre course de pharmacie, mais peut-être que c'est plus nécessaire. Puis peut-être que ça intervient avec certains médicaments que vous prenez pour votre maladie obstructive chronique. Donc, allez parler à votre pharmacien, vérifiez votre liste de médicaments, assurez-vous que tout est encore correct et bon pour vous. Très, très important. Votre médecin aussi peut vous supporter là-dedans. Porter des chaussures solides et bien ajustées, oui, super important. Surtout en fait, si on bouge, si on fait des exercices, assurez-vous que votre pied est bien couvert. Là. Il nous est arrivé souvent de voir des gens avec des sandales, les pieds découverts, parce que bon, soit il y a des beaux pieds ou la personne est plus confortable en sandales, mais reste que le pied, une chaussure fermée, vraiment idéale, une bonne chaussure dans laquelle on est confortable. Utilisez un dispositif d'aide à la marche si vous en avez. Donc, si vous avez une canne ou une aide à la marche, un déambulateur, bien, prenez-le pour faire vos déplacements. Donc, si on a jugé que c'était nécessaire, que ça vous aide, bien, c'est bien de continuer de l'utiliser. Donc, laissez-les pas sur le côté. Utilisez-les. Sécuriser votre environnement. Donc, dans chaque pièce, c'est important, comme on l'a fait tout à l'heure, de vérifier est-ce que mon tapis est nécessaire à cet endroit-là. Est-ce que je peux m'enfarger les orteils, les pieds? Donc, déplacer les fils, fixer les fils. Faites-vous aider pour faire ça, pour vous assurer que votre environnement est sécuritaire. Si vous avez à vous lever la nuit, souvent, assurez-vous d'avoir peut-être une lumière dans le corridor qui éclaire vos pas ou un dispositif qui peut être facile à allumer. Bref, ça peut être tous des petits trucs qui peuvent faire une grosse différence. Et mon dernier point, c'est de faire des exercices. Puis là, on y arrive, on va rentrer dans ce sujet-là. Comment vous pouvez faire des exercices pour mettre votre équilibre à l'épreuve, développer votre force, développer votre puissance. Puis là, je vous parle de puissance, Marie-Noël en a parlé, ça va revenir, pourquoi on en parle. Mais développer l'équilibre, il y a plusieurs façons de travailler. Puis, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui nous écoutent actuellement qui disent « Ben oui, mais moi, là, j'ai une maladie pulmonaire. Quand je ne peux pas bouger, c'est dangereux, j'ai plus de souffle. » On va vous donner des trucs. C'est sûr qu'il y a des limitations, des fois, qui nous empêchent de faire certaines choses, puis c'est correct, il faut rester dans les recommandations que vous avez reçues par votre médecin, votre spécialiste de la santé qui vous suit. Mais il y a des trucs quand même pour travailler votre équilibre, votre force, vos muscles, augmenter votre densité osseuse, par exemple, puis votre puissance, sans nécessairement aller chercher trop l'aspect cardiovasculaire aussi. Donc, comment on fait pour s'entraîner pour garder l'équilibre, Marie-Noël? Oh, j'ai oublié ça! Oui, ça, c'est ma préférée, puis je voulais absolument vous la montrer. Par rapport à ce qu'Annick vient de dire, je reviens encore à l'œuf ou la poule. Je ne bouge pas parce que je t'ai soufflé, donc je ne bouge pas. Je déconditionne, je suis encore plus essoufflée, je perds la force, donc je ne bouge pas. Et c'est de revenir à ça.
Le message qui est super important, c'est que vous êtes tous capables de faire quelque chose et ce quelque chose-là, vous devez l'identifier parce qu'il faut le faire tout le temps. Il faut le faire souvent. Il faut le faire avec tout ce que vous avez comme énergie parce que sans ça, on perd. Si vous regardez l'image devant vous, vous voyez une belle cuisse en bonne santé de 24 ans, donc quelqu'un de jeune. Vous voyez à côté un homme qui a 66 ans et qui n'est pas actif. Donc, vous voyez le nombre de pas par jour. On a 3141 pas dans la journée. Donc, le fait d'avoir été inactif, ça fait en sorte qu'on a perdu, vous voyez tout ce qui est foncé, là, on a perdu de la masse musculaire. Et vous voyez qu'en plus, dans ce foncé-là, il y a plein de blanc là, qui est intégré là-dedans. Là. Bien, ça, ce sont des filaments de gras qui se sont infiltrés dans les cuisses. Fait que je l'entends tout le temps. Yannick dit, oui, mais moi, j'ai la même grosseur qu'avant, mais mon muscle s'est transformé en gras. Il ne s'est pas transformé, il est juste parti. Ça veut dire que toutes les cellules musculaires se sont dégradées, puis que le corps a infiltré à la place là-dedans tout le petit surplus d'énergie, parce que du gras, c'est ça, hein? Du surplus d'énergie qui n'a pas été dépensé. La bonne nouvelle, c'est que... Je pense que je ne l'ai pas mis. Oui, ben non, c'est non, ça. je m'excuse. Je veux juste vous dire que la vérité, c'est que si vous bougez, la cuisse âgée peut aussi avoir l'air de la cuisse de 24 ans. Donc, quelqu'un d'actif va maintenir son niveau de masse musculaire. Donc, ça marche dans le sens inverse aussi. Ça veut dire que si on est rendu à 66 ans et qu'on est inactif et qu'on se met à l'exercice, on peut stopper une portion de cette dégradation-là et ralentir son déclin. Fait que c'est vraiment le fun. Et il faut retenir ça parce que les cellules musculaires on peut construire des cellules musculaires à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans. Donc oui, il y a une dégradation avec l'âge, mais si j'ai jamais fait d'exercice de ma vie et qu'à 80 ans, je décide de commencer un programme de musculation, bien, il peut y avoir un gain. Donc, ce n'est pas parce qu'on commence plus tard, qu'on n'en a jamais fait, qu'il ne peut pas y avoir de gain. Et c'est ça, je ne sais pas pourquoi on s'est trompé d'image, mais on a une image qui montre aussi la cuisse d'un homme de 74 ans qui s'entraîne énormément. Et il est très difficile de faire la différence avec la tranche de cuisse de l'homme plus jeune et actif. Donc, juste pour vous dire que c'est possible aussi de le voir en image. Là, malheureusement, on a fait une petite erreur. On n'a pas mis celle de notre comparaison. Ça a juste coupé l'autre bout. Mais ouais, ça ressemble à C. Oui, c'est ça. Donc, c'est bon à savoir. Puis, je fais un parallèle aussi avec les cellules osseuses. Hein. Vous savez, on a parlé de dégénérescence, de densité osseuse aussi. Bien, ça aussi, les ostéoclastes, bon, il peut y avoir une régénération de cellules osseuses aussi, donc induite par l'activité, par la charge que je vais donner sur mon corps. Donc, le fait de bouger peut favoriser le gain ou le maintien, ne serait-ce que ma densité osseuse plus longtemps. On part. Donc là, on arrive, comment on bouge justement? Comment on fait ça pour garder son équilibre? Une des premières choses, c'est de marcher. De vous lever le plus souvent que vous êtes capable et de marcher. Allons-y juste donc. se lever. Juste se lever en sécurité et doucement avec les trucs qu'on vous a donnés. Mais si vous le pouvez, si votre condition vous le permet, juste de se lever et de marcher, c'est un bon point. C'est important de dire, bien, ce que moi, je suis capable de marcher, ce n'est pas nécessairement ce que l'autre est capable de marcher. Et je suis même allée jusqu'à faire une recommandation d'exercice à une de mes clientes qui ne pouvait pas se lever avec aisance et ne pouvait pas marcher longtemps avec aisance. Bien, on se fait un circuit chez elle, près du comptoir, pour s'assurer qu'elle faisait des longueurs de comptoir en toute sécurité, entre l'îlot et le comptoir, les deux mains en appui. Et ça, c'était sécuritaire pour elle. Mais ça la faisait marcher. Donc,
marcher, ça ne veut pas dire partir pour 5 km, ça veut dire faire ce que vous êtes capable de faire au niveau des déplacements sur vos deux pieds. Très, très important. Toujours dans le respect de votre condition, bien sûr, là, parce que c'est sûr que je comprends que vous avez aussi une condition cardio-respiratoire qui est présente. Apprivoiser le sol. Apprivoiser le sol. Je l'aime beaucoup, celui-là, mais d'apprendre, de savoir comme aller au sol et se relever du sol, c'est très important. Parce que s'il advient une chute, je veux avoir la force pour me relever. Très, très, très important. Et c'est surprenant d'apprendre souvent qu'après 50 ans, après 60 ans, il y a bien des gens, souvent, ils me disent, ben moi, ça fait 10 ans que je ne suis pas allée m'asseoir par terre. Je ne serais plus capable de me relever. Donc, c'est quand même très important de pouvoir le faire. Puis, il y a des trucs pour le faire dans certains programmes. On va vous en reparler plus tard. Parce qu'une chose est certaine, c'est que si on veut nager, il faut apprendre. En fait, si on veut aller dans l'eau, il faut apprendre à nager. Mais quand on chute, ce n'est pas une option. C'est par terre qu'on s'en va. Donc, il faut être capable de réagir en fonction de ne pas paniquer et de trouver les bonnes méthodes pour être capable de vous appuyer, d'avoir assez de sécurité pour vous relever ou d'être capable de ramper pour aller chercher de l'aide. Fait qu'on y revient avec les programmes adaptés à ça. On a dit aussi qu'on voulait travailler les yeux et les oreilles. Encore une fois, tout ce qui est sens, ben c'est important d'aller faire ces exercices-là, les exercices de focus, rapprocher, éloigner, les exercices de suivre un objet en déplacement, les exercices de tourner la tête pour venir stimuler les oreilles pour qu'on soit habitué au niveau de notre cerveau et de nos sens à reconnaître où est notre corps dans l'environnement. On appelle ça la proprioception. Il y a aussi de faire des exercices de renforcement musculaire général, surtout les membres inférieurs, donc surtout les jambes, les cuisses, les mollets, les chevilles. Donc, quand on parle de renforcement musculaire, normalement, il faut qu'il y ait une charge. Donc, si on veut un gain musculaire, il faut qu'il y ait une charge. Par contre, la charge peut être le poids de mon corps. Ça peut être des poids chevilles, par exemple, ou des charges, vous avez des haltères, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau, par exemple. Mais la charge du corps peut être aussi utilisée. Vous avez tous déjà vu, par exemple, si je fais un squat, une flexion des genoux, j'utilise le poids de mon... Je ne suis pas sûre que vous me voyez. Oui, vous me voyez. Si vous descendez en position, comme si je voulais m'asseoir sur ma chaise, mais je ne m'assois pas. Okay, je descends et je remonte. Donc là, tout mon poids de corps, mes jambes ont dû supporter tout mon corps et le relever. Donc, l'assis debout est un exercice qui va utiliser la charge du corps pour le renforcement musculaire. Dans d'autres cas, c'est ça, il pourrait y avoir des élastiques d'utiliser ou des poids chevilles, mais ça va vraiment m'aider à augmenter ma masse musculaire. Surtout, comme je vous disais, si on veut prévenir l'équilibre, si on veut aider l'équilibre, on va viser beaucoup plus le membre inférieur. Puis, entre autres, l'exercice qu'Annick vient de nommer, le assis debout, là, je suis certaine que votre médecin vous en a déjà parlé. C'est super important de le faire et c'est facile. Vous êtes tous assis, ça veut dire que vous êtes partis de debout et que vous êtes assis, puis tantôt, il va falloir que vous vous releviez. Si vous l'avez fait une première fois, peut-être que demain, vous êtes capable d'en faire 2. Puis peut-être que l'autre, demain, vous êtes capable d'en faire 3. Et c'est à force de les cumuler comme ça, c'est assis debout-là, que vous allez gagner en force. Exactement. Les exercices spécifiques à l'équilibre, bien, il y a deux grandes catégories. Il y a l'équilibre statique. Oh, Manuel va faire la démonstration. Donc, l'équilibre statique peut se faire unipodal. Vous avez tous en tête, quand on parle d'équilibre statique, on pense unipodal, on pense le fameux équilibre sur une jambe, mais ce n'est pas nécessaire. On peut faire un équilibre statique avec les 2 pieds au sol. Donc, je peux, selon mon niveau, ma capacité, je ne sais pas si on voit tes pieds, en fait. Non! On ne voit pas les pieds. Mais dans le fond, on pourrait juste diminuer l'espace entre les 2 pieds. Donc, je commence les pieds très larges. Donc, plus ma base est large, lorsque les pieds sont larges, plus je suis stable
Okay? C'est très important, ça aussi, lorsque je suis debout, de m'assurer d'avoir les pieds bien larges. Mais si je veux travailler l'équilibre, je vais rapprocher mes pieds pour créer un déséquilibre léger. Pourquoi je veux créer un déséquilibre? Pour faire travailler les muscles dans les chevilles, dans les pieds, les muscles stabilisateurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, des petits muscles qui vont faire en sorte que lorsque je suis debout, oui, ça bouge. Et souvent, lorsqu'on fait faire ces exercices-là en groupe, bien sûr, toujours sécurisé avec des appuis possibles et toujours en fonction de la condition qu'on a. Donc, on ne commence pas des exercices d'équilibre comme ça sans supervision. Donc, la première fois, on s'assure d'être supervisé. Donc, si je fais un exercice d'équilibre et que je sens que ça bouge dans mon pied, je me suis déjà fait dire dans un cours, mais oui, mais moi, ça bouge vraiment beaucoup. Mais c'est correct, c'est ça qu'on veut en fait. Les muscles stabilisateurs travaillent et se réajustent afin de stabiliser. Et c'est ce qui va créer un effet d'entraînement et que de fois en fois, je vais me sentir de plus en plus à l'aise avec la position et que je vais pouvoir augmenter le niveau de difficulté avec la position. Donc, équilibre statique, 2 pieds ou 1 pied dans différentes positions, c'est possible pour améliorer mon équilibre. Il y a l'équilibre dynamique. L'équilibre dynamique, c'est en déplacement. Donc, dans des situations, des mouvements où vous êtes instable, que ce soit un déplacement sur le côté, un déplacement vers l'avant ou vers l'arrière, bien, on doit être capable de retenir notre corps parce que savez-vous qu'une tête, c'est pesant. Puis d'une personne à l'autre, ça dépend ce qu'il y a dedans, ça peut être plus pesant que l'autre. Donc, on est autour d'une vingtaine de livres là, pour une tête. Donc, il suffit que je ne sois pas assez fort dans mon tronc, dans mes jambes, puis qu'à cause d'un mouvement, ma tête parte dans une direction, puis où je glisse, la tête part, bien, elle entraîne le restant, elle, là. Fait qu'il faut être capable de retenir notre corps pendant qu'on est en train de bouger. Et souvent, ça, c'est le plus gros défi. On travaille le statique, ça va bien, et là, on se met en déplacement et au pelage. Tout est en jeu, les yeux, les oreilles et la force du corps. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus important de le faire avec les exercices appropriés et les bons programmes. De façon progressive. Oui. OK, très, très important. Là, on vous donne plein de trucs, mais vous ne pouvez pas commencer tout ça dans votre salon. Alors, vous allez avoir les outils, vous les avez en tête. Ensuite de ça, c'est de se faire bien orienter. Ensuite, bien, faire des exercices en puissance. On l'a dit tout à l'heure qu'on en parlait. C'est quoi la puissance, Maïna? La puissance. Moi, j'aime bien ça, la puissance. Puis, sachez que c'est très, très, très étudié. Hein? On entend souvent, les personnes âgées manquent de force, puis c'est ça qui cause des chutes. En fait, c'est que souvent, avec l'âge, on va perdre cette force, mais on va perdre aussi de la vitesse. Et la combinaison des deux, force fois vitesse, ça donne la puissance. Et c'est la puissance qui fait en sorte qu'on est capable de retenir une chute. Donc, ça veut dire que si je suis en train de marcher, je vais marcher par en avant et que je m'enfarge, c'est pas le fait d'être forte qui va m'aider, c'est le fait d'être capable de faire ce pas très, très rapide qui m'empêche d'aller carrément me péter la marboulette. Donc, mais en fait, là, je vous entends réfléchir. Là, vous devez vous dire, ben là, vous avez dit de faire des mouvements, là, de faire attention. Puis là, tu me dis de faire force et vitesse en même temps. Là, on parle d'un programme d'entraînement supervisé. C'est-à-dire que c'est dans le but d'améliorer quelque chose de précis et ça serait dans un entraînement supervisé, par exemple, que je pourrais travailler ma puissance. Mais dans la vie de tous les jours, je ne travaille pas ma puissance quand je me lève pour aller me chercher mon café ou je ne travaille pas ma puissance, je ne cherche pas à faire des mouvements rapides dans le quotidien. L'objectif, quand on veut travailler sa puissance, c'est de le faire de façon supervisée dans un cadre d'une activité très précise. C'est ça. Puis pendant des années, on a travaillé sur la force, la force, la force. Donc, la force, ça veut dire lever une charge. Mais avec le temps, la science s'est rendue compte et plein de belles recherches ont lieu présentement en combinaison avec les ingénieurs pour se rendre compte que ce qu'on a besoin, en fait, c'est de travailler certaines composantes de la puissance. Et là, mettons qu'on parle de notre quotidien, là, des mouvements typiques comme se relever d'une chaise, ça travaille en portions de puissance et c'est sécuritaire. Monter des escaliers,
c'est aussi un exercice qui s'apparente à plusieurs types d'entraînement en puissance. Fait que c'est important de connaître nos limitations, nos recommandations médicales, mais il y a quand même moyen, avec ce qu'Annick a dit, de pouvoir ne pas négliger cet élément-là et de l'intégrer. Oui, parce que la puissance aussi, il est prouvé que ça aussi, ça va diminuer en vieillissant, malheureusement. Donc, il est prouvé qu'à partir de 40 ans, là, on perd cette capacité à fournir de la puissance musculaire. Ça va un peu avec la dégradation musculaire et tout le reste, mais l'activité physique de façon régulière va vous aider vraiment à maintenir et à augmenter votre capacité. Donc, si on continue un petit peu, on voulait être un petit peu plus spécifique avec vous, parce que là, on vous a dit plein de choses, puis on vous a dit que ça l'amenait, le fait d'être inactif, mais si on se prend maintenant et aujourd'hui, gardez en tête que tout compte. Et là, on ne parle pas d'aller vous inscrire au gym puis d'aller faire en sorte que vous levez des gros poids. Chez vous, dans votre quotidien, si vous rajoutez des petits changements, vous êtes capable d'améliorer votre condition. Et moins on est en forme, plus les changements sont remarquables lorsqu'on intègre ces petites améliorations, ces petits changements d'habitude de vie-là. Donc, ça aussi, c'est très clairement prouvé. Donc, si je suis sédentaire, que je suis assis en moyenne 8 heures par jour, puis je sais que vous ne faites pas rien là, si vous êtes assis. Là, vous jouez au sudoku, vous faites plus. On parle, on a une conférence, on lit, plein de loisirs, de l'asana, même de la cuisine assis. Donc, on est très actif au niveau du cerveau, mais notre corps n'est pas en train d'être en activité. Juste penser, je vais essayer de me lever plusieurs fois pendant mon activité, ça va implanter un changement. Alors, on voulait vous proposer trois exercices vraiment faciles à intégrer dans une journée. Et spécifiquement, si vous êtes souvent assis, alors vous pourriez faire ces exercices-là. Donc, Annick va se reculer, elle va s'asseoir sur son pouce. Moi, je vais avancer un peu ça pour qu'on puisse voir comme il faut. Juste vous faire un petit signe. Est-ce que vous voyez bien les jambes de Annick? Les voyez-vous? Oui, OK. Donc, un des premiers exercices, on parlait tout à l'heure de tous les petits propriocepteurs ou les muscles stabilisateurs. On en a à chaque articulation. Mais pour l'équilibre, c'est super important de stimuler les chevilles. Donc, vous pouvez commencer assis, le dos droit, en étirant une jambe vers l'avant, à faire une rotation avec les chevilles. Et cet exercice-là, ça se fait n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure de la journée. Et oui, ça stimule les muscles de l'équilibre. De cette façon-là, quand on fait la rotation dans les deux sens, on active la circulation sanguine aussi dans les pieds. Donc, il y a des effets intéressants pour tout ce qui est santé de vos pieds aussi. En même temps, ça nous permet de les regarder. Fait que si on a des bobos de pieds, on est capable de les voir. Ensuite, on peut aller faire des pointés et des relevés de talons. Alors, pointer les orteils au sol, soulever le talon du plancher, puis relever les orteils en appuyant le talon. Et cet exercice-là va venir travailler dans la loge de la jambe, donc les muscles à l'avant de la jambe et les muscles du mollet. Et ça aussi, ce sont des muscles très importants pour l'équilibre. Alors, si on ne les faisait pas, puis qu'on commence à les faire, on peut commencer par 5 répétitions, puis augmenter jusqu'à notre capacité. Augmenter graduellement d'une fois à l'autre. Puis on peut le faire un petit peu à tous les jours, où on vise quelques journées pour commencer et on observe. Donc, la prescription ou l'intervention de l'exercice va vraiment dépendre de votre condition physique. Ensuite de ça, un autre exercice très intéressant, puis on parlait des sens, c'est de travailler la rotation de la tête. Donc, si on rentre le menton et qu'on trace un U avec la tête, on vient automatiquement travailler l'oreille interne. Peut-être que pour vous, ce n'est pas un problème, mais peut-être que pour certaines personnes, il y a un déséquilibre qui s'installe, puis on est moins confortable. Donc, il faut y aller vraiment doucement
Le U de la tête permet de garder la mobilité dans le cou. Et ça, ben, ça a vraiment à voir avec cette capacité-là de vous déplacer dans l'environnement sans perdre un petit peu là, votre orientation ou votre proprioception. Un autre exercice pertinent que tout le monde est capable de faire, c'est ériger votre colonne vertébrale. Donc, souvent, on va être assis, on va être écrasé en position vers l'avant, spécifiquement si on est assis à l'ordinateur. Hein, Annick? La tête en avant, le menton en avant. Et ça, c'est notre position molle d'ordinateur. Donc, ben, notre dos, tout ça, c'est tout relâché. Fait que si on veut être capable de maintenir un bel équilibre, on doit rentrer le menton, soulever la tête, rentrer le nombril, puis s'étirer comme si quelqu'un nous tirait le chignon vers le plafond. Donc, cet exercice-là, on peut le faire en inspirant. Là, on s'allonge. Puis, on expire, on relâche un petit peu. Et on inspire, on allonge et on prend le temps de vraiment étirer notre colonne vertébrale. Puis, on relâche. Cet exercice-là pourrait aussi se faire debout, bien sûr, avec un appui pas trop loin si vous vous en sentez capable, et même que ça permet de diminuer cette pression au niveau du bas du dos et ça aide à améliorer la posture ou même à côté le long d'un mur. Donc, c'est un bel exercice que vous pouvez faire. Donc, ces trois petits exercices-là sont faisables de façon quotidienne. Il n'y a aucune contre-indication de les faire à tous les jours. Et je suis curieuse de voir à quel point ça pourrait aider ceux qui se sentent un petit peu plus opprimés au niveau de la cage thoracique aussi, puis de pouvoir travailler vos postures de base qui aident à maintenir l'équilibre. Donc, c'est très simple comme exercice, mais c'est ça, dans le fond, c'est sûr que nous, on ne vous connaît pas personnellement, individuellement, donc c'est très difficile pour nous de faire une prescription sécuritaire. Donc, c'est pour ça que ça fait quand même quelque chose. Je pense que ça peut être vraiment intéressant à intégrer, très simple, mais très sécuritaire aussi. Puis ça peut faire entrer de jeu vers d'autres choses avec vos spécialistes dans votre milieu ou même avec l'association. Vous avez des kinésiologues, je crois que vous avez des ressources, donc ils peuvent encore plus aller comprendre pourquoi certains exercices, des fois vous allez faire certains exercices, puis si ça peut vous aider au niveau de l'équilibre. D'autres ressources, mais c'est sûr que si vous connaissez un petit peu Move 50+, il y en a peut-être qui sont allés voir, je pense que vous avez reçu le lien de Move 50+. Si vous ne l'avez pas, c'est assez simple, vous tapez Move 50+, Move M-O-V-E pour mon objectif vieillir en forme. Donc, Move 50-50 et plus PLUS dans une barre de recherche. Et vous allez pouvoir voir une plateforme qui vous propose plein de vidéos d'entraînement. Par contre, si vous allez sur cette plateforme-là, si vous voulez travailler plus précisément l'équilibre, on a un programme qui s'appelle Posture et Stabilité, qui travaille vraiment toutes les composantes qu'on a nommées d'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre dynamique, l'équilibre statique, les déplacements. Donc, c'est sûr que ça dépend encore là de votre condition physique et de ce que vous pouvez faire. Donc, avant de vous aventurer dans un programme comme ça, c'est super important de vous assurer que vous avez l'autorisation de votre professionnel de la santé, que ce soit votre médecin ou du kinésiologue ou de la personne qui vous suit, qui connaît votre état et vos limitations. Outre ça, il y a le programme Le Go pour bouger. Le Go pour bouger, c'est un autre programme avec lequel on a collaboré pour proposer des exercices généraux. Donc, on ne vise pas spécifiquement l'équilibre, mais c'est un programme qui a été demandé en fait par la Santé publique de Montréal et le CHUM. Donc, c'est approuvé par des gériatres, des physiothérapeutes, des médecins comme étant une séquence de 5 niveaux d'exercice. Donc, vous pouvez trouver certainement quelque chose que vous pouvez faire de façon sécuritaire. Donc, toujours des vidéos d'exercice. Ces vidéos-là sont accessibles via la Santé publique de Montréal, mais aussi sur notre site Internet Move 50+, dans la section Bouger et la section Collaboration. Donc, vous pouvez avoir les liens qui se rendent vers les différentes catégories d'exercices du programme qui a été vraiment mis sur pied au moment de la pandémie, donc avec notre collaboration.
Et puis, Marie-Noël a dit, tu sais, c'est pas nécessairement un programme qui est là pour travailler l'équilibre spécifiquement, mais si vous aviez bien compris toute la conférence, vous avez bien compris que l'entraînement, l'activité physique et briser la sédentarité, c'est un lien direct, même si on ne travaille pas spécifiquement l'équilibre, c'est un lien direct à nous aider à diminuer notre risque de chute aussi. Donc, oui, les exercices spécifiques sont intéressants, mais juste le fait d'augmenter sa capacité, sa condition physique peut aider aussi à limiter le nombre de chutes. Donc, le goût pour bouger, par exemple, peut être super intéressant. Le programme pied, vous avez déjà entendu le programme pied. Normalement, c'est un programme gouvernemental. C'est un programme qu'on va retrouver dans plusieurs municipalités qui va être offert soit dans des centres communautaires, soit dans les centres de santé. C'est un programme de prévention des chutes. C'est un programme sur 12 semaines. C'est gratuit. Donc, si vous pensez, c'est pour les 65 ans et plus, c'est sûr qu'il y a des critères d'admissibilité. Habituellement, il faut être disponible aussi pour faire se rendre sur place au moins 2 fois semaine pour 2 entraînements supervisés et il y a un 3e entraînement qui se fait à la maison. C'est un programme qui va vraiment aider à augmenter l'équilibre, qui vise vraiment à diminuer le risque de chute et qui est quand même très approuvé et qui a donné des résultats là, très intéressants. C'est ça passe souvent les CIUS, donc les centres de services vont distribuer dans différents organismes communautaires les ressources pour offrir le programme pied. Ça fait des années que ça existe, le programme pied. Donc, c'est approuvé, c'est mis à jour, ça provient du milieu de la santé. Donc, ça aussi, si vous pouvez regarder autour de vous dans vos communautés, ne serait-ce qu'appeler dans vos CIUS pour dire, ben moi, je suis intéressée au programme pied quand tout ça va repartir aussi. Ils ont été offerts dans certaines municipalités de façon virtuelle là, avec des modifications. À ce moment-là, vous pourriez y avoir accès si vous cadrez dans... Puis n'hésitez pas à appeler, même si on est en période de pandémie. Peut-être qu'il y a des listes d'attente parfois pour ces programmes-là, donc ça vaut la peine de mettre votre nom sur une liste si vous êtes éligible et si c'est quelque chose qui vous intéresse. En fait, c'est le programme du SUS aussi, c'était pas mal en lien. Donc, c'est pas mal les ressources pour l'équilibre. Donc, je pense que, est-ce que tu avais autre chose à dire? Non, on est rendu aux questions. On est rendu pas mal aux questions. Donc, on a fait le tour de la prévention des chutes. C'est sûr que c'était condensé. Il y a beaucoup d'informations. On aurait pu en parler beaucoup. Là. Comme je vous dis, on avait fait une série de 3 conférences sur le sujet, là, la prévention des chutes. Là, nous, on vous a condensé ça en une conférence et quand même dans un temps très respectable. Oui, somme toute, ça fait. Je suis certaine quand même que vous avez des questions. Donc, on vient de vous donner 1 heure d'information. On est là pour répondre à vos questions. Gardez en tête qu'à distance comme ça, on ne peut pas, et c'est à l'encontre de notre code de déontologie, on ne peut pas faire d'évaluation et on ne peut pas prescrire d'exercice. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Vous êtes les meilleurs gestionnaires de votre capacité, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes tous capables de faire quelque chose. Donc, c'est de prendre ça et de dire comment je peux le faire et l'améliorer. Alors, Hélène, je vous laisse ouvrir les micros puis vous gérez les questions.